Bienvenue donc au cycle donc de 3 conférences organisées par Brest Santé Handicap sur la douleur dans les situations de handicap, notamment troubles du neurodéveloppement et troubles moteurs. Donc, on va commencer aujourd'hui par ce premier module avec le docteur Philippe Lemoine, qui va donc traiter des définitions et de la neurophysiologie de la douleur. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis Amandine Dubois, je suis maîtresse de conférences en psychologie à l'Université de Brest et j'aurai l'occasion de participer au deuxième module également avec le docteur Philippe Lemoine. Alors, avant de donner la parole au docteur Lemoine, je vais vous donner quelques précisions concernant l'organisation de ce module. Dans un premier temps, nous allons écouter le docteur Lemoine pendant environ 45 minutes et ensuite nous pourrons procéder aux questions-réponses. Et donc, pour poser vos questions, il suffit de les écrire en cliquant sur le petit icône en bas de votre écran, Q et R. Donc, moi, je vois les questions et ensuite, on reprendra en fin d'intervention l'ensemble de vos questions pour que Philippe puisse y répondre. Voilà. Alors, concernant quelques mots de présentation du docteur Lemoine, que certains peut-être connaissent. Donc, Philippe est pédiatre, médecin de la douleur, donc à la fois au Centre d'études et traitement de la douleur du CHU de Brest et au Centre de référence déficience intellectuelle également. Et il est médecin dans l'équipe de Modidol, qui est l'équipe mobile douleur, handicap, déficience intellectuelle de 0 à 25 ans. Voilà, donc Philippe, si tu es prêt, je te laisse la parole. Je pense que je suis prêt, que vous voyez mon diaporama. Donc, bonjour à chacun et à chacune. Et donc, aujourd'hui, une petite base de compréhension de ce qu'est le système de la douleur, notamment le système nociceptif. Tout d'abord, on va voir les voies de la douleur. L'idée générale, c'est qu'on comprenne mieux de quoi on parle pour qu'ensuite on puisse mieux évaluer et mieux traiter. Donc, les voies de la douleur, donc quelques éléments de base, de rappel ou d'information pour ceux qui n'ont pas eu de formation dans le domaine soignant. Les voies de la douleur, donc le système nociceptif, c'est un système normal, une partie du système nerveux ordinaire, donc d'un fonctionnement qui est normal, qui est physiologique, qui n'est pas une maladie. Le message de la douleur, il naît dans des récepteurs qui sont des terminaisons libres, donc juste l'extrémité, si vous voulez, de fibres nerveuses et de fibres de deux types. Des fibres C qui sont fines et qui n'ont pas de gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est un isolant gras qui permet à l'information de circuler plus vite. Et des fibres fines A delta qui, elles, ont une gaine de myéline, donc l'information circule un peu plus vite dedans. Il y a à peu près 200 terminaisons libres, donc nocicepteurs par centimètre carré sur la peau, avec une prédominance sur les paumes, sur les plantes, sur le visage et sur les organes génitaux. Mais il y a ces nocicepteurs partout dans le corps. Ces nocicepteurs permettent d'avoir une sensibilité à différents types de stimulus donc douloureux, qu'ils soient mécaniques, que ce soit une piqûre d'aiguille ou un coup de marteau, thermiques, que ce soit de la chaleur, la sensation de brûlure, sur des chaleurs, des températures élevées, ou une sensation de brûlure sur des températures très basses, des froids négatifs. Et puis également une sensibilité à des stimulations chimiques, comme on peut avoir des douleurs, par exemple, dans le reflux gastro-œsophagien, quand on a une remontée acide de l'estomac dans l'ésophage. Les capteurs de l'ésophage transmettent l'information qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Le but de ce système nociceptif étant de protéger notre corps, de nous informer des choses qui ne fonctionnent pas normalement, afin qu'on y prête attention, qu'on se soigne. Le message né dans ces récepteurs va cheminer dans les fibres nerveuses des neurones sous un mode électrique avec des échanges de sodium. Donc, c'est une électricité de faible intensité. Et il est reçu au niveau du cerveau avec un traitement complexe de l'information qu'on reverra un petit peu plus tard dans un système qu'on appelle un système matriciel. Je vous ai mis quelques schémas qui viennent d'un programme qui s'appelle ChangePain pour illustrer simplement ce que je viens de dire. Donc, on voit que
le message naît ici dans les nocicepteurs, dans les fibres, dans les terminaisons libres, et il arrive à la corne postérieure de la moelle épinière avec le noyau de la cellule. Donc, c'est un seul neurone. Le noyau de la cellule se trouve ici dans le ganglion rachidien postérieur avec des fibres A delta faiblement myélinisées ou C non myélinisées, toutes de petit calibre. L'organisation au niveau médulaire, au niveau de la moelle épinière, est une organisation en segments, en rondelles ou en tranches, si vous voulez, avec des numéros qui correspondent aux étages des vertèbres. Donc, en violet, les vertèbres cervicales, en vert, les vertèbres thoraciques ou dorsales, en orange jaune, là, les vertèbres lombaires, et puis en rouge, les vertèbres du sacrum. L'information, pour un point, arrive sur son segment, juste sur à la bonne racine, mais pour éviter des pertes d'informations, s'il y avait une lésion, si c'était abîmé à ces endroits-là, il y a un système de sauvetage qui fait qu'en fait, l'information est donnée également 2 étages au-dessus et 2 étages en dessous, ce qu'on appelle le tractus de Lissauer. C'est très intéressant parce que ça évite de perdre des informations si on a une lésion, mais c'est ennuyeux parce qu'on a aussi une dilution de l'information et parfois on peut avoir du mal à repérer l'endroit exact de la douleur puisque l'information arrive sur 5 étages. Vous voyez sur le schéma la représentation des étages sur la peau, mais il faut savoir que pour les organes profonds, les viscères, il y a également des projections sur la moelle épinière au même niveau. On peut le voir sur ce schéma ici, à votre gauche. Donc à gauche, vous pouvez voir par exemple que le tube digestif qui est représenté ici se projette sur les dernières vertèbres thoraciques. Mais également, en partie, vous voyez, pour le côlon ici droit, le cécum, vers les premières vertèbres lombaires. Vous voyez que le cœur se projette ici sur le haut des vertèbres thoraciques. Il se trouve que le bras en segmentaire sur la peau se projette également sur les dernières cervicales et éventuellement sur la première thoracique. On peut avoir des douleurs projetées, avoir une douleur au niveau de son bras gauche qui en fait est une anomalie, un infarctus au niveau du cœur. Donc on peut avoir des fausses projections ou des projections qui semblent aberrantes, qui sont liées au système de protection du tractus de Lissauer. Toujours est-il qu'on est organisé de cette manière-là au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, le message arrive donc de la périphérie, des nocicepteurs, des terminaisons libres, mais il rencontre au niveau de la corne postérieure d'autres systèmes. Le système de la sensibilité normale, qu'on appelle système sensitif somesthésique, donc ça peut être le toucher, ça peut être la proprioception, donc le toucher profond comme dans les massages, et c'est transmis par de très grosses fibres A-bêta qui sont myélinisées, donc avec une gaine, et qui transmettent l'information très vite. On connaît ces rapports avec le système dans un système de protection qui s'appelle le gate control, qu'on verra tout à l'heure dans les mécanismes de diminution de la douleur, mais on le connaît aussi dans les phénomènes de sensibilisation, où parfois le toucher devient douloureux à cause de cette connexion avec le système de la douleur. C'est dans des cas de maladie. Il y a une connexion au système moteur, donc une réponse motrice. Si vous posez votre main sur une plaque chaude, par inadvertance, sans même regarder votre main va se retirer parce qu'il y a une connexion avec le nerf moteur qui va provoquer un réflexe de protection avant même que vous ayez conscience de vous être brûlé. Et il y a une connexion au système végétatif, le système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome, c'est celui qui gère les choses de façon autonome, indépendante de votre volonté. Par exemple, vous respirez sans y penser, votre cœur bat sans que vous ayez besoin de le réguler, vous transpirez ou non, vos vaisseaux se dilatent ou se resserrent, c'est le système végétatif. Il y a des connexions entre le système de la douleur et le système végétatif, si bien qu'on voit dans certaines maladies, par exemple, des colorations rouges ou violettes sur des zones douloureuses à cause de ces connexions. À partir de la corne postérieure de la moelle épinière, il y a une connexion à un autre neurone qui va remonter vers le cerveau. Ce neurone croise, donc il passe de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, et il passe de la partie postérieure de la moelle épinière vers la partie antérieure de la moelle épinière, ce qu'on appelle le cordon antérolatéral. La transmission des informations
dans un même neurone se fait de façon électrique et entre plusieurs neurones se fait avec des substances chimiques et particulièrement le glutamate et la substance P, P pour pain, qui est le mot anglais pour douleur. Une représentation de ce que je viens, une illustration de ce que je viens de vous dire, avec toujours pareil, on a vu tout à l'heure l'arrivée dans la corne postérieure. Ici, la connexion au motoneurone qui est dessiné en jaune. Et ici, la connexion à la voie qui va monter, donc qui croise, qui part de la postérieure vers l'antérieure et qui change de côté. Et ensuite, remonte vers le cerveau. Pour remonter vers le cerveau, il y a deux voies possibles. Une voie extrêmement rapide, qui est le faisceau spinothalamique, qui est privilégié, qui transporte beaucoup d'informations. Un petit peu l'autoroute de l'information qui va permettre une transmission rapide avec une arrivée dans une zone profonde du cerveau qui s'appelle le thalamus, sur le noyau ventro-postéro-latéral. Et à cet endroit-là, il y a un traitement de l'information qui est extrêmement précis et qui permet de donner l'emplacement de la douleur, son intensité, forte ou pas forte, sa nature, ça pique, ça brûle, etc. Mais il y a également, alors elle passe par le bulbe et le pont, mais elle passe rapidement par le bulbe et le pont, un peu comme sur autoroute, vous voyez que vous passez devant un monument historique, mais vous ne vous arrêtez pas. Et puis, il y a un autre faisceau qui prend plutôt des voies plutôt bucoliques, c'est la route verte, le faisceau spino-réticulothalamique. Et celui-ci va se poser un petit peu au niveau de la partie inférieure du cerveau, dans le bulbe et le tronc cérébral, et il va donner des informations différentes et permettre des réactions différentes. Il va donner une tonalité désagréable à la douleur parce qu'il se connecte notamment aux zones des émotions. Il va être responsable des retentissements de la douleur sur le sommeil parce qu'il se connecte à une zone qui s'appelle la réticulée. Et puis, il peut donner également des variations des sécrétions endocrines, donc des hormones, parce qu'il se connecte à l'hypothalamus. Voilà. Et puis, après avoir donné toutes ces informations partout, il continue sa montée et il va aussi arriver dans le thalamus, mais sur une autre zone du thalamus. Il va permettre, ce faisceau, d'avoir les réactions de défense ou de fuite selon votre caractère si vous avez une agression douloureuse. Donc, vous vous piquez avec une ronce, vous pouvez donner un coup de pied au roncier ou vous enfuir en hurlant, ça dépend de votre caractère. Vous recevez un coup de poing dans la figure, vous pouvez vous enfuir ou répondre. C'est lié au faisceau spino-réticulo-thalamique. Au niveau du thalamus, là, on a une sensation brute de la douleur qui est organisée de façon somatotopique, c'est-à-dire que dans le thalamus, qui est une petite structure, on a une représentation complète de l'organisation de notre corps qui nous permet de savoir où se trouve le stimulus douloureux. On a des informations sur l'intensité et la durée. Est-ce que c'est bref? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Du thalamus, l'information va partir vers le cortex sensoriel essentiellement. Donc, les mêmes aires qui donnent la sensibilité normale vont également s'intéresser à la sensibilité de la douleur, que ce soit les aires somesthésiques primaires ou secondaires. Mais il va y avoir également du thalamus, des informations vers une zone du cortex qui s'intéresse à l'attention. Donc, si vous piquez le doigt, vous allez regarder votre doigt. Si vous vous brûlez, vous allez regarder la zone où vous allez brûler. Si vous tordez la cheville, vous allez vous intéresser à votre pied en regardant votre pied. C'est lié au cortex pariétal postérieur. Mais également du thalamus, des connexions vers les zones du processus mnésique, c'est-à-dire de la mémorisation. Vous serez capable de raconter à vos collègues que vous vous êtes piqué, que vous êtes tordu la cheville, ou à votre famille, ou à votre médecin. Et donc, une représentation visuelle, graphique de ce que je viens de vous dire, avec les transmissions qui montent soit par la voie rapide au niveau du thalamus ventro-postéro-latéral et ensuite vers le cortex sensoriel, ou alors en passant ici, alors toutes les afférences n'ont pas été décrites, et puis également ensuite vers le cortex. Ça, c'est la transmission positive, j'ai envie de dire, de l'information, c'est-à-dire comment le message va être véhiculé des nocicepteurs, de l'extrémité, par la moelle épinière jusqu'au cerveau et avec un traitement de l'information. Dans notre système, on est aussi équipé pour rendre la douleur tolérable avec des contrôles qui permettent de diminuer la douleur, ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs. Il y en a de 3 types. Les contrôles segmentaires.
je vous ai dit, le segment, ça correspond au fait qu'on est organisé en rondelles, en tranches. Donc, on va avoir au niveau de notre moelle épinière des contrôles inhibiteurs avec une théorie qui s'appelle le gate control. Si on le traduit en français, ça veut dire théorie du portillon. Personne ne dit jamais ça, tout le monde dit gate control, découvert en 1965. Qu'est-ce qui se passe? C'est la connexion entre le système de la sensibilité normale et le système de la sensibilité de la douleur. Les grosses fibres de la sensibilité normale transmettent l'information plus vite que les petites fibres de l'information douloureuse. Comme elles se parlent entre elles au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne postérieure, le fait d'avoir un influx plus rapide sur le tactile, sur la sensibilité normale, va diminuer le processus douloureux. Par exemple, une personne tombe, se fait mal au genou, vous pouvez diminuer la douleur en frottant la cuisse. On frotte habituellement pas sur la plaie, mais on frotte sur la même zone de métamère, juste au-dessus, et vous allez diminuer l'information douloureuse. On peut utiliser ça en pratique par le frottement, je vous ai déjà dit. Quand on utilise des massages dans la douleur, eh bien, une partie de l'action est liée aussi à la stimulation profonde, donc proprioceptive, des fibres A-bêta pour diminuer la sensation douloureuse. Et on l'utilise dans une technique en traitement qui s'appelle la stimulation électrique transcutanée, on appelle ça les TENS, avec des neurostimulateurs externes en particulier, où on envoie un message électrique par des électrodes collées sur la peau, sur les grosses fibres nerveuses, pour diminuer la sensation douloureuse. On peut l'utiliser même en douleur aiguë, il n'y a pas de problème. Si vous avez une entorse, vous pouvez traiter la douleur de votre entorse en utilisant une TENS en gate control, par exemple. Et ici, un schéma de ce qui se passe dans le gate control. Donc, l'influx nociceptif, voilà. Je le repasse pour que vous voyez bien. La douleur, au-dessus en noir, et en dessous, vous voyez qu'il arrive plus vite par les grosses fibres A-bêta, la sensibilité normale, et donc une inhibition, une diminution du signal de la douleur. Deuxième type de contrôle pour diminuer la douleur, de contrôle inhibiteur, la sécrétion de sérotonine ou de noradrénaline par le cerveau qui va dégouliner dans la moelle épinière. C'est une image, mais c'est un peu l'idée quand même, c'est qu'au niveau du cerveau, de la partie basse du cerveau, sont sécrétées de la sérotonine ou de la noradrénaline qui vont agir sur les neurones au niveau de la moelle, dans leur ascension, mais également au niveau des segments. Ça diminue l'intensité de la douleur et ça diminue surtout la composante désagréable de la douleur, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Ici, vous avez une représentation graphique de ce que je viens de vous dire de façon assez rapide. Donc, vous voyez, c'est sécrété au niveau 1 ou 2 et ça va descendre ici 4 et 5, y compris au niveau segmenté. On peut utiliser ça en thérapeutique, mais on verra ça une autre fois, en utilisant des médicaments qui vont augmenter la sécrétion de sérotonine ou de noradrénaline. Et ce sont en général des médicaments de la famille des antidépresseurs. Troisième type de contrôle inhibiteur, ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, CIDN en abrégé. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une douleur dans un endroit, en créant une douleur plus forte dans un autre endroit, vous masquez la première douleur. Donc, on voit ça dans les bronzés fonds du ski, par exemple, quand en tapant sur la tête, on fait moins mal à la jambe, qui est fracturée, par exemple. On voit ça chez le rat, en piquant la patte du rat avec un fil métallique à un certain calibre de fil, le rat retire sa patte. Si vous trempez la queue dans l'eau bouillante, vous allez devoir monter à un calibre plus fort. Ça, c'est l'expérimentation. On voit ça en clinique, on voit ça si vous avez une fracture, on a besoin de vous poser une perfusion pour mettre des médicaments pour vous soulager, eh bien la pose de la perfusion avec une aiguille fait moins mal que la fracture, donc vous n'allez pas sentir ou très peu sentir la piqûre de la pose de la perfusion. Et on voit ça probablement aussi chez des enfants ou des adultes qui ont des troubles cognitifs et un handicap et qui ont des troubles du comportement à type d'automutilation. Dans certains cas, alors probablement pas dans tous les cas, mais dans certains cas, l'automutilation, donc le fait de se provoquer des douleurs, en se mordant, en tapant fort sa tête contre les murs, est là pour créer une douleur plus forte qui va masquer une douleur sous-jacente. C'est pour ça que quand il y a des automutilations,
on s'intéresse à savoir, est-ce qu'il n'y a pas une douleur en dessous que l'enfant ou la personne en situation de handicap cherche à masquer, une douleur dentaire, une otite, etc. Le mécanisme, c'est un mécanisme entre la moelle épinière, le bulbe et la moelle, donc voilà, et ça utilise également la sérotonine comme vecteur, comme transmission du contrôle inhibiteur, comme modalité d'inhibition. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour mieux comprendre comment fonctionne le système nerveux normal de la douleur de protection de notre corps, d'une part, pour mieux comprendre ce qu'on va évaluer et ce qu'on va chercher à traiter après, pour mieux choisir les traitements. C'est-à-dire, si vous voulez agir sur le stimulus, donc sur le nocicepteur en périphérie, la terminaison libre, vous utilisez des médicaments comme le paracétamol, le Doliprane, ou les anti-inflammatoires, l'ibuprofène, l'Advil, le Spifen, le Ponstil, je ne sais quoi encore, voilà, le kétoprophène, la Proxène, voilà. Si vous voulez agir au niveau central, vous allez plutôt utiliser des médicaments de la famille de la morphine, qu'on appelle les opioïdes. Et puis, vous pouvez renforcer le système de contrôle avec certains médicaments, je vous ai dit, comme les antidépresseurs, mais également par la kinésithérapie, avec les massages notamment, ou le mouvement qui crée aussi des sensations positives. L'acupuncture utilise ça aussi, et les stimulations électriques transcutanées pour le gain de contrôle, je l'ai déjà évoqué. Voilà ce que je voulais vous dire en base neurophysiologique de compréhension du système nociceptif. Quelques définitions. Une définition très importante qui est la définition de la douleur par l'IASP, qui est l'Organisation internationale de la douleur, qui donne les définitions et qui donne les classifications également, et nous donne des préconisations avec une structure connue et reconnue. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, ce qui veut dire que la douleur est une expérience personnelle, individuelle, et que donc, dans la mesure du possible, dans tous les cas, on doit se poser la question, est-ce que la personne dont je m'occupe, même si elle a un handicap, est capable d'exprimer sa douleur, de me dire combien elle a mal ou comment elle a mal? Ou est-ce que je dois recourir à d'autres outils, qu'on appelle d'évaluation extérieure? Mais c'est d'abord la personne elle-même qui va être le plus à même d'exprimer, normalement, enfin en tout cas, c'est elle seule qui ressent pleinement la douleur. Ça, c'est le premier concept. Associé à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Qu'est-ce que c'est une lésion réelle? Une lésion tissulaire réelle, c'est par exemple un jeune qui fait un match de foot ou de rugby, qui a un traumatisme important et qui a une jambe déformée. Il cote une douleur très élevée, 9 sur 10 si vous utilisez une échelle numérique, par exemple. Vous comprenez très bien, il a une lésion tissulaire réelle, vous voyez bien qu'il s'est cassé la jambe puisqu'elle est déformée. Donc, jusque-là, tout va bien. Le même traumatisme, le même jeune qui cote la même chose, sauf que sa jambe n'est pas déformée. Vous êtes sensible et vous vous dites, mais il a dû se casser la jambe pour avoir une douleur de tel niveau. Donc, c'est une douleur, une lésion tissulaire potentielle, parce que vous pensez qu'il s'est cassé la jambe. Le troisième concept, la troisième idée, c'est ressemblant à une lésion tissulaire. C'est-à-dire que s'il a fait sa radio et qu'il n'a pas la jambe cassée, mais qu'il cote à 9 sur 10, on considère qu'il est quand même douloureux, que effectivement, ce jeune a une douleur qu'on va prendre en charge, mais ce n'est pas une fracture qui l'explique. On va voir après pourquoi il a une douleur de ce niveau-là, mais ce n'est pas la fracture qui l'explique, mais on doit l'accepter comme une douleur et pas dénigrer la personne, mais accepter ce qu'il nous dit en termes d'intensité. La douleur, cette nouvelle définition de l'IASP de juillet 2020 gomme le terme de décrite. Le terme de décrite a été retiré pour dire que même les personnes qui n'ont pas un accès verbal, soit parce qu'elles ne l'ont jamais acquis, parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles ont un handicap cognitif, soit parce qu'elles l'ont perdu, parce qu'elles sont âgées et qu'elles sont en perte cognitive, même ces personnes-là, même si elles ne peuvent pas décrire, elles peuvent ressentir des douleurs et on doit les prendre en charge, c'est-à-dire on doit les prendre en considération et les reconnaître. 5 précisions ont été apportées à la définition de l'IASP. La douleur est toujours une expérience personnelle, ce qui reprend ce que je vous ai dit dans la première partie de la définition. Et l'expérience, elle est influencée par des facteurs biologiques qui peuvent être liés à des maladies, qui peuvent être liés à des origines ethniques, etc. Des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux. Donc, l'individu lui-même a une expérience
qui varie en fonction de qui il est, pour faire ça. Le deuxième aspect qu'on va revoir un peu après, c'est la douleur et la nociception sont des entités différentes. Je vous ai parlé du système nociceptif. On stimule le système nociceptif, on provoque une douleur. Mais la douleur ne peut pas se limiter au mécanisme générateur. Elle est beaucoup plus complexe que ça. On va reprendre ça aussi dans une diapo ultérieure. Ce sont les expériences de vie qui vont construire ce que la personne ressent au niveau de la douleur, y compris dans une situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ont également des expériences de vie. On n'a pas toujours la maîtrise, on n'a pas toujours la compréhension du niveau d'intégration, du niveau de mémorisation de ces expériences, mais elles ont existé et on doit en tenir compte. Certains outils d'évaluation reprennent l'historique de ce qu'a vécu la personne en termes de douleur pour ce qui est connu, les antécédents chirurgicaux, les maladies graves, etc. La description de son expérience douloureuse par une personne doit être respectée. Si une personne vous dit qu'elle a mal, on a dit « Ok, je comprends, tu as mal ». Et après, on cherche à comprendre pourquoi elle a mal, c'est différent, mais on accepte ce qu'elle nous dit ou ce qu'elle exprime à sa manière. Et puis la troisième partie qui concerne les douleurs chroniques, des douleurs installées. Je vous ai dit que le système nociceptif, c'est un système de protection de notre corps pour qu'on reste en bonne santé. Dans certains cas, et c'est le cas des douleurs chroniques, des douleurs qui durent longtemps, en fait, on va avoir une conséquence négative de la douleur sur la vie des personnes avec une rupture du lien social, une mauvaise humeur permanente, la difficulté de poursuivre leurs activités, que ce soit des activités professionnelles ou des activités éducatives. Parce qu'elles sont trop douloureuses, elles n'arrivent plus à mener une vie normale. Donc la douleur, dans ce cas-là, a un rôle négatif. 3 grands mécanismes de la douleur. La douleur nociceptive dont je vous ai déjà parlé, ce sont les douleurs les plus fréquentes. Elles viennent des nocicepteurs, quel que soit le mécanisme. Et elles remontent par la moelle épinière jusqu'au cerveau. Je ne reviens pas dessus, j'ai détaillé tout à l'heure. Donc ça, c'est physiologique, c'est normal. La douleur neuropathique, c'est une maladie. Qu'est-ce qui se passe? Un nerf est malade ou une zone nerveuse est malade. Et on se pose, elle va provoquer des sensations douloureuses différentes des sensations douloureuses nociceptives. Quand on a une maladie neurologique, ce qui est le cas de la plupart des personnes qu'on rencontre dans les situations de handicap, qu'elles soient une maladie localisée, que ce soit une maladie traumatique, que ce soit une maladie neurodégénérative, on peut penser que l'atteinte du système nerveux va favoriser une fragilité chez ces personnes-là et qu'elles sont plus sujettes aux douleurs neuropathiques. C'est une hypothèse. Pour le moment, nous n'avons pas de certitude. Il y a certaines maladies, comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth, où il y a des descriptions qui commencent à être faites. Mais dans toutes les maladies, ce n'est pas encore le cas, parce qu'on a souvent des accès difficiles à l'expression verbale chez ces patients. Mais on doit penser, on doit s'interroger sur une éventuelle douleur neuropathique chez des patients, chez des personnes qui ont des maladies neurologiques, donc une fragilité, donc une possibilité de lésion, de dysfonctionnement du système nerveux. Ce qu'on connaît, c'est qu'on sait qu'on peut avoir des douleurs neuropathiques au niveau périphérique, donc sur les nerfs en dehors du système nerveux central. Quand on coupe un nerf, par exemple dans une amputation, ou après une chirurgie, par exemple, quand le chirurgien va couper des petits nerfs de la peau, il peut y avoir des douleurs neuropathiques dans les territoires de la cicatrice ou autour. Quand on comprime un nerf, c'est par exemple ce que beaucoup connaissent, le syndrome du canal carpien, dans les personnes qui travaillent avec leurs mains, que ce soit des secrétaires ou les coiffeurs, par exemple. Dans des maladies comme la neurofibromatose de type 1 ou la maladie de Recklinghausen, c'est la même chose. On peut avoir le nerf qui fait des espèces de bouloches et qui forme des espèces de petites tuméfactions un petit peu partout. Dans ces tuméfactions, il y a parfois des agrégats de nerfs qui vont provoquer des sensations neuropathiques. On peut avoir une infection d'un nerf, c'est le cas par exemple d'une maladie comme le zona, avec une infection d'un nerf par le virus de la varicelle zona. Au niveau central, au niveau de la moelle, on peut avoir des accidents avec des traumatismes et des compressions, des hémorragies qui vont comprimer la moelle épinière. Au niveau du cerveau, on peut avoir des accidents hémorragiques aussi, on peut avoir des accidents vasculaires par manque d'irrigation. Donc, on peut avoir ensuite une destruction partielle des neurones et des zones altérées du cerveau avec, à partir de cette zone-là, développement de sensations de type neuropathique sur la zone concernée. La douleur neuropathique a des caractéristiques différentes. Elle donne des sensations de brûlure, de froid douloureux, glacé si vous voulez,
des sensations de fulgurance, comme des décharges électriques ou des éclairs, et des sensations qu'on appelle les paresthésies, comme des sensations de fourmillement, de picotement, d'impressions bizarres, d'engourdissement, de démangeaison. Quand on a une douleur neuropathique, on peut avoir une allodynie. Donc, si vous touchez la personne simplement de façon non douloureuse, simplement la touchant avec la main, ou avec le drap, ou avec un vêtement, ou avec une peluche, ou je ne sais pas quoi, vous allez provoquer une douleur alors que vous provoquez une sensation, alors que vous touchez, vous donnez une stimulation qui ne provoque pas normalement de douleur, mais chez elle, ça va provoquer une douleur. Ça va être des personnes qui aimaient bien le bain, par exemple, et qui, à partir d'un moment, vont plus aimer le bain, parce qu'à chaque fois, vous les trempez dans l'eau, ça va leur donner des impressions de décharge électrique ou de fourmillement au niveau de leur corps, par exemple. L'hyperpathie, c'est quand, après avoir stimulé la personne, par exemple, l'avoir touché avec une peluche ou quelque chose, eh bien, la douleur persiste après la fin du toucher. En général, l'atteinte est alors centrale. Centrale, c'est moelle épinière ou cerveau. Dans la douleur neuropathique, comme c'est le système nerveux qui est malade, on a parfois la participation du système nerveux autonome ou végétatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut avoir sur des zones douloureuses ou sur des zones concernées par la lésion du nerf, des phénomènes de sudation augmentée, des modifications de la peau, des poils, de la pousse des ongles, des changements de couleur, plus rouge, plus blanc, mauve, chair à saucisse, voilà. Ou même des gonflements avec des œdèmes, des fuites de liquide à l'extérieur qui va faire gonfler la zone sans qu'il y ait de lésion à cet endroit, sans que ce soit abîmé. Mais c'est le système nerveux autonome qui est déréglé et qui va donner des modifications des fonctionnements inappropriés, comme le système nerveux nociceptif va donner des informations douloureuses sur la même zone. Troisième mécanisme générateur de douleur, ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. La douleur nociplastique, ça veut dire que ce n'est ni une douleur nociceptive ni neuropathique. La douleur neuropathique, la douleur nociceptive, on a trouvé une anomalie, il y a quelque chose qui explique la douleur. La douleur neuropathique, il y a une lésion nerveuse et la douleur, elle est particulière dans ses tonalités, mais elle est localisée dans un endroit qui correspond à l'organisation du système nerveux. Ici, de la douleur nociplastique, la douleur est provoquée par un dérèglement qu'on ne peut pas voir, même avec des examens sophistiqués comme les IRM ou autres techniques modernes. On sait que le système nerveux est déréglé parce que les sensations sont souvent mixtes. On a quelques tonalités neuropathiques, ou beaucoup même des fois, mais l'organisation, le siège de la douleur, ne correspond pas à l'organisation normale du système nerveux. Il peut y avoir je sais pas moi, deux articulations touchées, je sais pas, une cheville, un poignet par exemple, où on peut avoir une zone qui correspond à plusieurs métamères, mais sur d'autres parties du métamère, c'est normal. Voilà. C'est souvent pas très clair, on a souvent de nombreux éléments mélangés, et ce sont souvent des douleurs prolongées, voire des douleurs chroniques, donc qui durant plus de 3 mois. Donc ça, c'est important. 3 mécanismes possibles. Et quand on questionne la douleur, quand on l'évalue, on va rechercher est-ce que la douleur est d'origine nociceptive, neuropathique ou nociplastique, parce que la prise en charge va changer en fonction du mécanisme qui génère. Un autre concept dont je voulais vous parler, c'est le concept de matrice. L'intégration de la douleur au niveau du cortex répond à une intégration à 3 niveaux, ce qu'on appelle un système matriciel. Quel est l'intérêt de savoir ça? C'est que quand on a un système matriciel, on peut dire que c'est jamais fichu. On peut toujours avoir une solution parce que comme il y a 3 voies d'entrée dans le système de la douleur, eh bien, on va trouver une voie qui va nous permettre d'accéder à un processus de guérison grâce à la plasticité, à la capacité de se transformer du système nerveux. Les 3 niveaux de la matrice de la douleur. Donc, la matrice de premier ordre, c'est la matrice nociceptive. C'est une information qu'il se passe quelque chose. C'est comme si vous étiez tranquillement dans votre cuisine en train de préparer votre dîner et toc toc, ça frappe à la porte. Voilà, c'est juste un signal, quelque chose se passe. Deuxième niveau, matrice de deuxième ordre ou matrice perceptive. Vous allez commencer à identifier les caractéristiques, prendre conscience qu'il se passe quelque chose, que vous avez un signal douloureux dans votre corps, y attirer votre attention et commencer à répondre en fonction
d'éléments de votre affectivité, de votre psychologie, mais également d'éléments sur ce que vous savez. Comment se fait-il que quelqu'un frappe à ma porte? Peut-être que j'ai invité quelqu'un à dîner, donc je pense que c'est lui ou elle. Peut-être que j'ai invité personne, mais peut-être que je me suis fait suivre dans la rue avant de rentrer chez moi. Je suis inquiet, parce que je me dis, ça y est, il ou elle m'a retrouvé et elle vient me déranger chez moi. Ou alors, c'est mon voisin qui vient régulièrement m'embêter pour me demander telle ou telle chose. Alors, soit il vient m'embêter, ça va être négatif, soit j'aime bien qu'il vienne me voir, et du coup, je me dis, tiens, c'est le voisin qui repasse, quand il passe tous les soirs, ou tous les 2 soirs, ou tous les jeudis soirs. Voilà. Donc, vous allez avoir des premiers éléments. Et puis, dans la façon dont on a frappé, peut-être que ça va vous dire quelque chose, l'heure, etc. Donc, vous allez avoir des premiers éléments. Si vous attendiez quelqu'un pour dîner, que ça frappe à la porte, vous dites que c'est lui, vous êtes content. Donc, à ce moment-là, eh ben, vous avez des émotions positives. Vous pouvez avoir un petit flush si vous avez invité votre amoureux, votre amoureuse, par exemple. Voilà. Donc, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, vous allez ouvrir la porte. Et à ce moment-là, c'est le système de modulation. Vous allez réévaluer. Alors, peut-être qu'il fait un peu sombre, vous allez découvrir progressivement la personne. Peut-être que vous attendiez votre amoureux et que c'est votre belle-mère qui arrive, donc ça va changer évidemment le traitement de l'information. Vous réévaluez la douleur, vous réévaluez ce que vous avez perçu en fonction de vos expériences personnelles antérieures, en fonction de ce que vous avez entendu autour de vous sur qu'est-ce que veut dire telle ou telle douleur, en fonction de vos croyances, du sens que vous pouvez y donner, en fonction de votre culture, de vos émotions du moment. Est-ce que vous êtes dans une période où vous allez plutôt bien, ou dans une période où vous êtes en moitié en burn-out de votre travail, vous n'allez pas vivre les choses de la même façon. C'est l'identification, c'est la tonalité, c'est là que vous allez vivre votre douleur pleinement avec ce que vous êtes et de façon extrêmement personnelle. C'est sur ce troisième niveau qu'on a le plus de poids en termes de traitement, en termes de traitement non médicamenteux en particulier, avec notamment toutes les techniques d'hypnose, les techniques de recours au bien-être, les stimulations sensorielles, etc. Donc, c'est un niveau extrêmement important d'entrée pour permettre de corriger des douleurs, et notamment dans la partie des douleurs chroniques. Donc, l'intégration corticale, quelque chose d'extrêmement important à reconnaître pour ne jamais être désespéré et savoir qu'on a toujours une possibilité de réversion des phénomènes douloureux. Voilà une diapo que je vous ai annoncée tout à l'heure. La douleur ne peut pas se limiter à son mécanisme générateur. Dans la définition, c'est mis, la douleur ne peut pas se limiter à la nociception. 3 mécanismes générateurs possibles, je vous ai dit. Le système nociceptif, système normal, neuropathique, la lésion d'un nerf ou d'une zone du système nerveux central, et nociplastique, un dérèglement du système nerveux central, moelle ou cerveau, qui va vous donner de fausses informations douloureuses dans des zones un peu étranges de votre corps qui correspondent à ce que vous connaissez de votre corps. Ce signal est modulé et transformé par différentes choses. Tout d'abord, par la composante sensoridiscriminative, votre capacité à reconnaître les endroits de votre corps. Ces capacités sont acquises progressivement au cours de la vie. Pour des personnes qui ont une maladie neurologique avec un handicap en particulier, elles ont été bloquées, en tout cas sur certaines parties de leur développement, et peut-être qu'elles n'ont pas ces capacités pleines et entières. Donc, il est possible qu'elles traitent mal cette information sensoridiscriminative en termes de localisation, en termes d'identification des intensités et de durée du phénomène douloureux, parce que leur développement a été altéré, abîmé. Même chose pour ce qui est du traitement comportemental, notamment dans le contexte de l'autisme, où les troubles du comportement sont présents de façon anormale, si vous voulez. Donc, on peut avoir peut-être un traitement différent de l'information du mécanisme générateur de la douleur à cause de cette maladie du comportement. Également, bon, les émotions, on va revoir aussi après, mais également la cognition, c'est-à-dire ce que je sais de ma douleur. Si vous avez un jeune qui tombe, qui se fait mal, voilà, il se fait mal à la jambe, peu importe, pas de façon très sévère, mais il se fait mal à la jambe. Voilà, pour vous, c'est lambda, enfin, c'est pas très grave, mais il se trouve que, bon, il va venir consulter, enfin, voilà, éventuellement, etc. Il va se plaindre qu'il a mal à la jambe, mais peut-être qu'il se plaint de façon extrêmement importante. Pourquoi? Parce que vous ne savez peut-être pas, c'est que son voisin, qui avait mal à la jambe depuis plusieurs années, a été amputé la semaine dernière parce qu'il avait une artérite et qu'il a besoin d'être amputé de sa jambe. Et dans sa cognition à ce jeune, il sait que le voisin s'est fait couper la jambe parce qu'il avait mal à la jambe. Donc, il y a une transformation, voyez-vous, du message douloureux. Donc, au lieu d'avoir une chute avec une douleur, somme toute,
normal, ordinaire, qui fait partie des événements habituels de la vie, il va amplifier son système de la douleur parce que lui, dans sa connaissance, il se dit, alors il n'est pas forcément intégré de façon pleinement raisonnable, si vous voulez, mais c'est intégré dans l'information récente. Le voisin, on lui a coupé la jambe parce qu'il avait mal. Donc, quelque part, il y a une crainte sous-jacente qu'on lui coupe aussi la jambe pour régler son problème, ce dont il n'a pas envie, évidemment, voyez-vous. Et les facteurs de modulation, les facteurs psychologiques, environnementaux, familiaux, sociaux et culturels, en fonction de votre éducation, etc. Si vous avez besoin de faire, si vous choisissez de faire une prise de sang pour un bilan de santé de routine, parce que c'est vos 40 ans et vous vous dites, c'est mes 40 ans, je vais me faire un petit bilan. Vous faites faire votre prescription par votre médecin préféré, vous choisissez votre laboratoire, le jour, l'heure, vous avez passé une super bonne journée, vous y allez tranquillement, il n'y a pas de circulation, vous vous garez comme vous voulez. Il se trouve qu'il n'y a pas d'attente, les locaux sont agréables, la personne qui va vous faire la prise de sang est agréable, chaleureuse, souriante, son bureau est bien rangé. Elle vous fait une prise de sang avec une aiguille d'un certain calibre au pli du coude gauche et vous allez ressentir un certain niveau de douleur. Donc votre intégration, ici, là, votre intégration tient compte de ces différents éléments de votre vie. C'est un moment où vous êtes assez heureux, vous êtes content finalement d'avoir 40 ans. Vous êtes une personne, vous êtes la même personne, mais vous êtes passé voir votre médecin et il vous dit « Oh là là, je suis très inquiet, je crains que tu aies une maladie très grave, il faut absolument que tu fasses en urgence ce bilan. » Comme c'est en urgence, vous allez au labo le plus proche, vous ne choisissez pas le jour. Il se trouve qu'en plus, vous êtes en conflit avec je sais pas, votre conjoint, par exemple, c'est assez ordinaire, vous êtes en conflit avec votre conjoint en ce moment, vous y allez, il fait un temps pourri, vous galérez, vous vous êtes fait défoncer la voiture sur le rond-point avant d'arriver, vous ne trouvez pas de place, vous tournez, vous êtes 20 minutes en retard, donc hyper stressé, et en plus, vous allez attendre 3 quarts d'heure dans une salle d'attente mal éclairée, sans magazine pour vous distraire. La personne qui vous reçoit est de très mauvaise humeur parce qu'il a passé également une mauvaise journée. Son bureau est dégoûtant, mal rangé, avec plein de choses qui traînent. La même aiguille, le même pli du coude, la même personne. L'intégration, le vécu, ce que vous allez vivre de votre douleur est très différent du premier cas. Ça, c'est ça l'intégration corticale. C'est un des points majeurs qu'il faut comprendre parce que vous pouvez avoir de la puissance sur le méga-générateur, mais vous allez beaucoup dépendre des prescriptions, alors que vous avez une puissance majeure sur les facteurs de modulation, d'amélioration d'environnement, de prise en compte de la dynamique familiale et sociale, des éléments de cognition, des émotions des personnes qui vont vous permettre d'avoir une action majeure sur la douleur. Les personnes en situation de handicap ont une douleur qui varie selon leurs expériences antérieures. Elles ont également un processus cognitif, un processus de mémorisation, même si on a plus de mal à l'appréhender. Elles vont avoir des variations de leur douleur en fonction de leur capacité sensoridiscriminative, parce qu'on sait qu'elles ont des blocages dans certaines étapes de leur développement, le plus souvent. Elles vont varier selon leur environnement. Elles ne vont pas ressentir la même douleur quand elles sont dans leur établissement médico-social, quand elles sont dans leur famille, quand elles sont hospitalisées pour une infection ou pour une chirurgie ou je ne sais pas quoi. Elles vont également avoir une douleur qui varie selon leurs émotions. Alors leurs émotions propres, évidemment, parce que chacun a ses émotions propres, mais également avec les émotions de l'entourage familial ou de l'environnement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille le week-end pour faire qu'elle est perturbée et que, ou le matin avant de partir, il y a eu un clash familial, un bol favori est tombé et il y a eu quelques cris dans la maison, eh bien, elle est perturbée émotionnellement, elle va ce jour-là vivre des expériences douloureuses différentes. Les émotions de la personne qui fait les soins, si elle est en institution ou même si elle est à domicile avec des personnes qui viennent faire les soins à domicile, il va y avoir des variations. C'est-à-dire que si la personne, si quand vous allez travailler, eh ben, je sais pas, vous êtes fâché à la maison, il faut que j'arrête de dire ça parce que ça va finir par arriver. Donc, si vous avez eu un conflit à la maison, si vous avez, vous êtes fait emboutir votre voiture sur le rond-point, ou enfin, si vous êtes perturbé pour telle ou telle raison, stressé parce que votre fils passe le bac, voilà, donc vous êtes modifié un petit peu émotionnellement ce jour-là. La personne handicapée dont vous allez vous occuper ce jour-là va ressentir vos émotions, c'est normal. Donc, n'hésitez surtout pas à lui exprimer la chose, à lui dire ben aujourd'hui, je suis un peu perturbé parce que mon fils passe le bac et du coup, je suis un peu inquiète. Voilà, parce que ce sont des vraies éponges, des personnes en situation de handicap, avec sur le plan émotionnel, elles perçoivent très bien ce qui se passe autour. Et il ne faudrait pas qu'elles
votre attitude un petit peu différente ce jour-là pour quelque chose comme une responsabilité qu'elle pourrait avoir, par exemple. Donc, ouais, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, mais dire simplement votre état émotionnel du jour. Ça peut aider à l'intégration de la douleur chez la personne dont vous vous occupez. Voilà ce que je voulais vous dire sur les définitions et sur la neurophysiologie de la douleur, un petit peu sur les bases de compréhension de ce qu'est la douleur. Et du coup, je voulais remercier. Donc, j'ai pris des représentations graphiques pour aider ceux qui sont un petit peu plus visuels à voir ce que je veux raconter dans un programme qui s'appelle ChangePain. C'est un programme qui est fait par un laboratoire, mais qui est soutenu par l'Association européenne de la douleur, par exemple. Et puis, je voulais en profiter pour remercier la Fondation Handicap Malakoff Humanis, qui finance l'équipe mobile douleur handicap déficience intellectuelle 0-25 ans dans un projet innovant pour cette année. Voilà, pour leur soutien et qui m'ont permis d'être là dans le groupe Brest Santé Handicap. Voilà. Je coupe le partage, du coup. Voilà, on va passer à la télé, c'est mieux. Merci, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions, Amandine? Déjà, merci pour cette présentation qui est toujours faite sur le ton de l'humour. Une imagination débordante. C'est la vraie vie. Alors, je regarde les questions. Il y a une question donc, de Gaël Bolland qui concerne l'utilisation du TENS. Oui. En plus, alors du coup, pour une entorse par exemple, en plus d'un NSM implanté, avez-vous déjà pu proposer l'essai d'un TENS sur une personne en situation de handicap dyscommunicante? C'est un vrai challenge, effectivement. Alors, j'ai essayé l'autre fois, je suis allé à Saint-Brieuc, j'ai rencontré un jeune garçon albanais, autiste, et qui a mal au ventre. Et je me suis dit, j'emmène ma TENS, comme ça on verra bien. Et je trouvais qu'il était assez sympa dans la relation, et je me suis dit, je vais essayer la TENS. L'examen, j'ai réussi à l'examiner, etc. Donc j'avais quand même un contact avec lui, malgré sa maladie sous-jacente. Et du coup, on s'est installé, voilà, je lui ai posé les électrodes, ça s'est très bien passé, et j'ai pas réussi à faire le réglage. En fait, j'ai jamais eu à un moment, enfin, c'est facile de faire le branchement, et après, on monte les intensités, et le patient doit dire, soit il arrive tout seul, soit il doit dire qu'il ressent quelque chose sous l'électrode, une petite sensation de fourmillement, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, il va pas forcément le dire parce qu'il n'est pas verbal, mais il va s'intéresser, il va avoir un petit changement de comportement, etc. En fait, non, pas du tout. Il a rigolé d'un bout à l'autre et je montais, je descendais, ça changeait rien du tout. Il était plutôt content qu'on s'occupe de lui, mais pas. Donc voilà. Donc je pense que c'est une vraie difficulté, une vraie limite. Après, j'ai des enfants, j'ai une jeune que je suis qui a une déficience intellectuelle mineure, on va dire entre mineure et modérée. Enfin bon, elle a quelques éléments verbaux. Pour elle, on arrive à faire la TENS. Oui, on a réussi à faire. Elle a des douleurs pelviennes actuellement et je l'avais utilisé avant. Elle avait des douleurs de genoux et j'avais utilisé à ce moment-là. Et en pelvis, on l'a utilisé également. On arrive à faire les réglages avec elle. Donc, pas chez toutes les personnes, pas les plus dyscommunicants objectivement. Parce qu'il faut qu'on ait un retour en fait sur la sensation. Mais on n'a rien à perdre à essayer si on est un petit peu en zone limite en se disant je veux bien voir. Voilà. Alors après, est-ce qu'on peut l'utiliser en même temps qu'un neurostimulateur implanté? Pas dans la même zone, il n'y a pas de sens à le faire, mais dans une autre zone, oui. Ok. Alors, il y a une question sur l'évaluation, mais ça, je pense que ça fera partie d'un autre module sur les échelles d'évaluation de la douleur. Oui, c'est la prochaine fois, je crois. Voilà, donc pour Anne Bourrigan, voilà, on aura l'occasion de parler de l'évaluation de la douleur, notamment chez les personnes en situation de handicap moteur, paralysie cérébrale. Une question de Corinne Collot sur les douleurs psychogènes, sont-elles classées dans les nociplastiques? Alors, ça n'existe plus, les douleurs psychogènes. Il n'y a plus que 3 mécanismes depuis novembre 2017, les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et les douleurs nociplastiques. Donc, évidemment, comme les douleurs psychogènes n'étaient pas dans les nociceptives ni dans les neuropathiques, les nociplastiques intègrent ce qu'on appelait avant les douleurs psychogènes, les douleurs fonctionnelles, les douleurs idiopathiques. En fait, ce sont des douleurs dont on ne connaît pas très bien l'origine. Il peut effectivement
il y a souvent une participation des émotions et de la psychologie de la personne, mais ce n'est pas toujours exclusif. Mais souvent, on trouve en fait un facteur, en fait, une fragilité émotionnelle ou psychologique qui va favoriser probablement l'apparition de la douleur à ce moment-là. Alors, on ne trouve pas toujours, on s'y intéresse toujours, même si on ne le trouve pas. Et dans la prise en charge qui est globale et multimodale, il y a normalement toujours proposé une approche psychologique, ne serait-ce pour que la personne puisse exprimer ses émotions, alors soit cause de la douleur, soit conséquence de la douleur, mais de toute façon, il y a toujours des émotions conséquences de la douleur. Sur des douleurs chroniques qui durent longtemps, ça pourrit la vie, je vous ai dit. Donc, il y a besoin d'avoir un soutien des émotions et un lieu d'expression. On ne peut plus dire à une personne qu'elle a une douleur psychogène, on dit qu'elle a une douleur nociplastique et que probablement ses émotions ont pu participer. C'est très intéressant le terme nociplastique parce qu'on trouve la racine noci qui veut dire douleur et le terme plastique qui correspond à la plasticité cérébrale, la plasticité du système nerveux, c'est-à-dire sa capacité à se rebrancher. Et à la fois, la plasticité a favorisé l'apparition de la douleur, il y a un branchement qui s'est fait de façon inopportune et qui va favoriser des douleurs, et à la fois la plasticité va nous aider à reprendre un rythme normal, parce qu'en travaillant sur des approches justement multimodales, on va pouvoir réintégrer des choses, refaire que les branchements se corrigent et que la douleur diminue ou disparaisse. Merci. Alors, juste pour répondre à quelques-unes des questions, comme je l'ai annoncé dans le chat, le replay, enfin la rediffusion il y aura une rediffusion possible. Il y a un lien qui vous sera envoyé par mail dans les jours prochains et le diaporama sera également disponible. Donc, c'est pour répondre à certaines questions. Pareil pour l'évaluation, les questions qui portent sur la manifestation de douleur. Par exemple, une question, est-ce que le rire peut être potentiellement source d'une manifestation de douleur? Donc ça peut-être, c'est des points qui seront abordés lors du deuxième module. Alors ensuite, il y a une question, et moi, c'est une question aussi que j'avais notée sur les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs et le dysfonctionnement potentiel chez notamment dans les troubles du spectre autistique et le lien qu'il peut y avoir avec les comportements d'automutilation. Est-ce que ça, tu as donc c'est une question de Myrtille Picard et moi, c'est une question aussi. Donc j'ai un petit peu une idée, mais voilà, je voulais revenir dessus sur finalement les dysfonctionnements potentiels des contrôles inhibiteurs dans les certains troubles du neurodéveloppement, si tu as des points à ajouter là-dessus. Alors, je ne sais pas si les CIDN sont perturbés. On est quasi sûr que certaines personnes en situation de handicap, que ce soit un autisme ou pas, vont utiliser les automutilations pour diminuer, vont se provoquer des douleurs pour diminuer des douleurs qui existent ailleurs. Ça, c'est quasiment certain. Après, on peut avoir une augmentation de troubles du comportement, dont des automutilations, en dehors de la douleur, simplement parce que le trouble du comportement s'aggrave pour une autre raison, des frustrations importantes, des choses comme ça. Donc, c'est pas spécifique, l'automutilation n'est pas spécifique des CIDN, mais dans certains cas, l'automutilation est un signe de douleur et donc il faut faire attention quand on a des automutilations parce que ça peut être une attitude en fait spontanément qu'on observe, enfin qui est spontanément provoquée par la personne en fait pour diminuer sa douleur. Alors c'est inadapté dans notre système, mais c'est effectivement quelque chose qui fonctionne. C'est une stratégie pour eux. C'est une stratégie, qui a ses limites parce qu'ils vont s'abîmer plus ailleurs, quoi. Mais en même temps, quand on a mal aux dents pendant, je sais pas, très longtemps, peut-être de se faire mal brièvement, ça peut soulager quelques secondes ou quelques minutes la douleur, mais peut-être que c'est quelque chose qui les aide, quoi. Donc on peut le comprendre comme ça, quoi. Mais c'est sûr, mais c'est pas spécifique, c'est une automutilation. C'est pas chaque fois qu'il y a une automutilation, on peut dire il est actif, c'est CIDN, on peut pas dire ça. Parce que du coup, il y a aussi l'effet que les automutilations peuvent provoquer. C'est avec du coup, peuvent développer une expérience douloureuse. Si on se casse le crâne, c'est sûr que ça peut faire mal. Si on se mord jusqu'au sang, comme on voit certains jeunes, mais c'est sûr que voilà. Alors, pour avancer dans les questions, comment est-il possible, donc là c'est Estelle Donval, que la sensation du toucher soit préservée et pas de douleur?
Autrement dit, qu'on ait une sensation tactile et non pas nociceptive. Je comprends pas la question. Comment ça se fait que la sensation du toucher puisse être préservée, mais pas celle de la douleur? C'est-à-dire que le système tactile fonctionne et Et pas pas le le système système. nociceptif. Ouais, il faudrait que ce A soit priori, c'est pas possible. Ben, je vois pas. Faudrait que le système nociceptif soit coupé. Juste ce serait dans ce cas-là que si les fibres fines étaient coupées et pas les fibres grosses. Alors, je reprends. En fait, le haut de la question, c'est une personne, mais là, c'est pareil, c'est exactement ce qu'on dit, qui ne ressent pas la douleur sur une fracture, mais ressent la sensation du toucher. C'est une personne qui a une sclérose en plaques. En fait, la question est posée en 3 ou 4 fois. Ah ben, peut-être qu'elle a une maladie sur son système, sur les fibres fines, Mm. qui fait qu'elle ne perçoit pas la douleur et que cette maladie ne touche pas ses fibres grosses, quoi. Mm. C'est pas ça. Mais je vois pas d'autre explication que ça. Enfin, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais Non, mais ça paraît. Déjà, il faut ou alors s'assurer. elle a une lésion thalamique sur la zone d'intégration du phénomène nociceptif et du coup, elle ne capte pas, quoi. Mm. Je vois pas Mais d'autre. du coup, c'est quelque chose qu'on peut localiser, a priori. Ce n'est pas un dysfonctionnement du système nociceptif dans sa globalité. Alors, il y a des gens qui n'ont pas qui ont un système nociceptif pourri enfin, dysfonctionnel ou non fonctionnel complètement, mais c'est très rare et c'est pas lié à NCEP, c'est de naissance, quoi. Je n'ai pas de Oui. connaissance. En fait, moi, mais je crois qu'il y en a qui ont fait des choses au niveau du thalamus et qui ont permis de couper des systèmes de douleur en neurochirurgie un peu expérimentale chez des gens pas très nets. Je crois des fois, il y a eu des choses comme ça, enfin des neurochirurgiens pas très nets, je crois. Je crois on a des capacités en touchant le thalamus à supprimer certaines fonctions de douleur. Ou alors même à les provoquer en permanence, je crois aussi. Bien. Je continue les questions pour qu'on soit dans le timing. Où Bon, classez-vous le syndrome d'Ehlers dans l'os et la fibromyalgie, s'il vous plaît? alors, je vais commencer par la fibromyalgie, c'est plus facile si je puis dire. La fibromyalgie, ça rentre dans les douleurs nociplastiques. Donc, c'est une désinformation du système nerveux qui fait que le mouvement ou la sollicitation des muscles provoque des douleurs. Voilà. Donc, ça fait partie de douleurs nociplastiques parce que c'est diffus, etc. Enfin, voilà. Et puis que finalement, quand vous faites vos examens, il n'y a quand même pas beaucoup d'anomalies qui sont observées ou pas du tout même, souvent. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est pas forcément une maladie douloureuse. Le syndrome d'Ehlers dans l'os et les apparentés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rangées sous ce paquet-là. C'est une maladie du tissu élastique, pour faire simple. Donc surtout des fibres lisses, etc., qui sont trop souples avec des distensions trop importantes. Alors il y a plein de grades différents. Il y a de la génétique, je crois, uniquement dans les formes vasculaires. Les vaisseaux sont tous distendus, qui sont des formes très très graves. Sinon, ce sont des faisceaux d'arguments cliniques qui nous permettent de dire qu'il y a un syndrome d'Ehlers dans l'os. Il y a des scores qui sont faits. Et certaines personnes vont être douloureuses et d'autres ne sont pas douloureuses. Ça dépend des personnes. Et on peut avoir des douleurs musculo-squelettiques, ça c'est sûr, des articulations, etc. Mais aussi, certains ont des douleurs viscérales, digestives en particulier. Donc voilà, c'est assez complexe le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et les douleurs sont, au départ, si par exemple vous avez une entorse, par exemple, un nerf dans l'os, ils vont faire des entorses à répétition souvent. Donc, vous avez une entorse, donc vous tirez sur votre tissu élastique, donc c'est une douleur nociceptive, parce que votre tendon est distendu, vous avez une douleur nociceptive. Après, avec la répétition, ce qui peut arriver, c'est que, en fait, votre moelle est modifié et sensibilisé, que du coup, vous allez sans entorse avoir mal à un endroit où il y a eu des entorses à 3 ou 4 reprises, alors que vous êtes dans une situation plutôt stable, ou alors vous allez juste tordre un peu le pied sans faire une déchirure de votre tendon, et vous allez avoir des phénomènes très importants de douleur, ce qu'on appelle une hyperalgésie. Là, c'est une douleur avec une composante nociplastique, parce que vous avez une hyperalgésie du système nerveux. Donc, on traite ça avec l'ATEN, c'est assez intéressant dans ce contexte-là. Faire attention aux opioïdes dans l'os, parce que les opioïdes agissent sur les fibres lisses, et du coup aggravent l'élasticité du système. Donc, si vous avez un tissu élastique qui est déjà abîmé, si vous prenez des opioïdes, des médicaments, on appelle la morphine, le tramadol, la codéine et tous ces trucs-là, vous aggravez en fait l'élasticité. Donc, potentiellement, vous aggravez votre maladie. Et en plus, vous favorisez l'hyperalgésie, donc les phénomènes douloureux. Donc, faire très attention
pas utiliser ou le moins possible d'opioïdes dans les syndromes des nerfs dans l'os. Bien, je pense que nous allons nous arrêter ici. Alors, il y a encore quelques questions, mais je pense que c'est des questions qui vont pouvoir être reprises au cours des prochains modules. Donc, j'invite les personnes à suivre les 2 prochains modules qui parleront la question de l'évaluation de la douleur induite, et présenter davantage Modidol. Hein. Tu as des questions pour savoir si tu peux aller intervenir dans certains, mais du coup, je te les ferai parvenir dans certains établissements. Donc, vous pouvez écrire à modidol, modidol, @chu-brest.fr. Voilà, tu peux répéter? Modidol, modidol, @chu- un petit tiret de 6, brest, brest.fr. Très bien. Donc, on va s'arrêter là pour ce module. Donc, je remercie le docteur Lemoine pour cette présentation. Je remercie les participants également. Et donc, je vous invite à vous déconnecter et je vous invite également à participer aux 2 prochains modules qui auront lieu au mois de mai et au mois de juin, si je ne 12 me mai trompe et pas. 20 juin, je crois. 12 mai et 20 juin. Voilà. Donc, merci et bon après-midi à tous et à toutes.